à toutes et à tous et bienvenue sur le stand de FEDEREC. Donc, nous sommes la Fédération des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, notamment pour cette conférence dédiée au système de REP sur les emballages professionnels. Donc, je suis Magali Maurice, chargée de mission chez FEDEREC. Je suis rattachée aux filières plastique, papier, carton et à tous les sujets que la Fédération traite concernant les emballages. Et aujourd'hui, donc, je suis ravie de vous accueillir en compagnie de mes invités que je vais laisser peut-être se présenter. Ça ne vous dérange pas, Benoît, je vous laisse l'honneur, ou Sophie, je vous en prie. Bonjour à tous et merci d'être venus écouter cette conférence. Donc Sophie Sicard, je suis directrice adjointe des affaires publiques du groupe Paprec. J'occupe différents mandats chez FEDEREC et en particulier j'ai toujours le plaisir de coordonner le groupe de travail sur la REP emballage professionnel. J'en profite pour remercier mes confrères qui ont participé à ce groupe puisque c'est un exercice collectif bien sûr. Bien, bonjour à tous. Pour ma part, je me présente. Je suis Benoît Ledreff, donc je travaille chez Twice, donc candidat éco-organisme pour la REP emballage professionnel. Et je suis donc responsable des opérations chez Twice et je travaille sur le sujet des emballages professionnels, leur circularité depuis 5 ans déjà sur cette future filière REP. Et bonjour à toutes et tous, Julien Dubourg, je dirige Citeo Pro, filiale du groupe Citeo, qui opère d'ores et déjà sur une partie des emballages professionnels que sont les emballages de la restauration et puis candidat bien sûr sur la filière des emballages professionnels. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette conférence. On est vraiment ravis de vous avoir sur notre stand aujourd'hui. Alors avant de lancer les débats, je vais peut-être faire un petit tour, un petit rappel sur ce que c'est que la REP des emballages professionnels. Donc les systèmes de REP, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, il s'agit de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que les producteurs qui sont concernés par une REP, souvent décident de s'affilier à un éco-organisme à qui ils payent donc des éco-taxes, des éco-contributions, et les éco-organismes donc se servent de ces éco-taxes pour ensuite supporter les filières du recyclage et s'assurer donc que les produits qui sont mis sur le marché et qui deviennent déchets soient bien collectés, recyclés, réemployés. Donc pour vous faire une petite idée sur la chronologie, ce n'est pas la première fois que les emballages sont soumis à REP. On a notamment l'une des toutes premières REP qui existait en France, qui est la REP des emballages ménagers, qui a vu le jour en 1993. Et ensuite, on a su par une directive européenne qu'on avait une obligation, donc réglementaire au niveau européen, d'étendre le périmètre des REP à tous les emballages qui étaient mis en marché en France. Donc en 2024, on a la REP des emballages de la restauration qui a vu le jour avec l'agrément de Citeo Pro. Et donc on attend actuellement les textes pour un lancement en 2026 de la REP des emballages professionnels, anciennement appelés industriels et commerciaux, mais dont le périmètre a aussi été élargi aux emballages de la restauration, qui avait été mis en place en 2024. Pour faire un petit tour des horizons concernant les gisements, donc on est sur, d'après l'étude de l'ADEME qui a été faite en 2023, on est sur à peu près 7,4 millions de tonnes et on voit que la majorité sont des fibreux, c'est-à-dire qu'on a 50% de papier, 33% de bois, 13% de plastique et ensuite 2% de métaux, 2% de déchets dangereux. Donc pour donner un peu l'idée de la répartition. Et concernant la performance, donc toujours selon l'étude de l'ADEME qui a été faite à l'époque quand on séparait encore la restauration des emballages industriels et commerciaux, on voit donc l'immense majorité de ces gisements, donc, qui sont le bois et le carton, atteignent déjà en fait les objectifs qui sont imposés par l'Europe. Donc ce ne sont pas des filières qui nécessitent vraiment un coup de pouce de la part de la REP. Par contre, on a identifié que notamment les plastiques sont très en retard par rapport aux objectifs qui ont été fixés par l'Europe parce qu'on est donc aux alentours de 25% de recyclage des emballages plastiques pour un objectif de 50% aujourd'hui qui est bien évidemment donc on n'a pas encore atteint. Nous n'avons pas encore reçu les versions finales des textes, donc à savoir le décret et l'arrêté cahier des charges qu'on attend dans un futur très proche. Mais il y a quand même certaines orientations et certaines discussions qui ont déjà eu lieu avec les parties prenantes. Donc quand on regarde les différents principes, on voit donc que c'est une REP qui, en tout cas pour son premier agrément, sera 100% financière, c'est-à-dire uniquement avec des soutiens de la part des éco-organismes pour favoriser la collecte et le recyclage.
des barèmes justement pour ces soutiens qui sont fixés dans le cahier des charges, avec un reste à charge possible. Donc on a le principe de reprise sans frais qui a été enlevé. Ça veut dire qu'on peut facturer au-delà de ce que supporte des coûts supportés par les soutiens. Et on a évidemment, comme on vous disait, le plastique qui est un sujet phare de cette REP, donc avec des soutiens spécifiques à la collecte et au traitement des emballages plastiques, et aussi un soutien à la traçabilité pour l'ensemble des matériaux, mais qui est différencié et un petit peu plus élevé pour les plastiques, parce qu'encore une fois, c'est l'un des sujets de cette REP, et la possibilité pour les éco-organismes de prévoir des soutiens complémentaires aux barèmes qui ont été imposés dans le cahier des charges. On a aussi, pour la deuxième fois, après la REP PMCB, maintenant c'est la REP EP, à qui on a demandé d'avoir un système de traçabilité qui soit unique et qui doit être construit et déployé par l'OCA, qui est donc l'organisme coordonnateur, en collaboration avec les opérateurs. Et enfin, on a aussi des objectifs de réemploi. C'est vraiment l'un aussi des thèmes centraux de cette REP, parce que beaucoup de P sont réemployés, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc avec des définitions d'objectifs de réemploi qui sont prévues pour 2030, et aussi l'obligation pour les éco-organismes de dépenser un minimum 5% des éco-contributions collectées pour faciliter des solutions, développer des solutions de réemploi. Donc en ce qui concerne le calendrier sur lequel nous sommes actuellement, donc on a eu la présentation des projets de texte, notamment de l'arrêté cahier des charges, qui a reçu un avis favorable lors de son passage en CIFREP le mois dernier, et la consultation publique aussi qui s'est terminée le 23 septembre. Donc on peut se dire qu'on devrait recevoir les textes très rapidement, avec une publication donc en octobre-novembre, mais on préfère octobre quand même, sinon ça ferait quand même un délai très court, avec donc un agrément des éco-organismes pour la fin de l'année et un lancement de la REP en janvier 2026 pour un vrai démarrage du versement des soutiens en deuxième semestre 2026. Voilà pour le calendrier, avec beaucoup de travaux à venir et des forts enjeux pour les différentes parties prenantes. Maintenant que cette longue introduction a été faite, j'espère que maintenant vous avez bien compris le système, parce qu'on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet. Et je me tourne vers vous, donc, Monsieur Ledreff. Vous avez, donc Twice se prépare depuis de nombreuses années à l'arrivée de cette REP. Fort de vous, votre retour d'expérience, qu'est-ce que vous pensez des orientations qui ont été présentées par la DGPR? Tout d'abord, merci pour l'état de l'art. C'est assez complexe en ce moment, donc merci pour le résumé. Alors, pour parler de l'arrivée de cette filière REP, il y a un point qui est important, c'est qu'on partait au démarrage sur ce projet-là, sur une feuille blanche, où il y avait beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de l'organisation de cette filière. La filière REP emballage professionnel, c'est quand même une filière qui est particulière par rapport aux autres filières REP, parce qu'elle est déjà opérante depuis des années et elle est performante sur une grande partie des matériaux. Vous nous avez présenté les gisements. Reprendre simplement, on a 85% des tonnages liés à cette filière REP, c'est-à-dire pour les matériaux carton, bois, métaux, où on est déjà sur des filières opérantes et performantes vis-à-vis des objectifs définis par l'Europe. Donc l'enjeu de cette filière REP, elle était de ne pas perturber les filières qui fonctionnent, mais plutôt d'amener une traçabilité sur ce qui fonctionne, et en revanche d'avancer et de développer la partie qui est moins performante, en spécifique la partie plastique, qui aujourd'hui a un taux de recyclage estimé dans l'étude de préfiguration à 26% pour un objectif de 55% en 2030, ce qui est un gap absolument très important. Donc il y a une vraie satisfaction sur l'orientation de cette REP en termes d'équilibre, puisque les pouvoirs publics ont pris ces spécificités en compte et on se retrouve avec des soutiens qui vont aller principalement sur les thématiques qu'il faut développer, la partie plastique, tout en laissant l'opportunité aux opérateurs, aux détenteurs de déchets, à tout l'écosystème de maintenir la performance sur ce qui fonctionne déjà aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Effectivement, on est sur un texte qui est assez respectueux de ce qui existe actuellement. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Dubourg, parce que la spécificité de Citeo Pro, c'est que vous êtes le seul éco-organisme à être agréé dans cette REP restauration qui sera intégrée. Donc vous, quel est votre point de vue? Quels seront les enjeux et les défis à venir pour vous, pour la mise en place de cette REP EP? L'atterrissage sur ce texte, effectivement, vous avez raison. On a un enjeu de transfert et de bascule des opérations que l'on a d'ores et déjà
sur les emballages de la restauration vers la grande famille des emballages professionnels. Pardon. Donc ça, c'est évidemment un premier enjeu. Et si on doit faire un peu un bilan de l'atterrissage du projet de texte, parce qu'il n'est pas encore publié, mais il y a un projet qui est existant, à sa V2 ou sa V3, je pense que l'on peut être collectivement satisfait d'une partie de l'atterrissage. Vous dire qu'on est pleinement satisfait, j'ai des problèmes de micro, pardon, serait mentir, mais je pense qu'on a... Merci. Vous voyez la collaboration entre les metteurs en marché et les opérateurs. Mais je pense qu'on a réussi à dépasser un petit peu les postures, le sujet de éco-organismes financiers opérationnels, les fonctionnements de filières pour essayer de penser, de réfléchir à la façon dont la filière doit fonctionner. Benoît en a parlé, il y a un enjeu évidemment phénoménal sur les plastiques qu'il faut pouvoir adresser collectivement. Ce n'est pas le seul, il y a des enjeux de réemploi, il y a des enjeux de réduction pour diminuer les impacts environnementaux. Et le cahier des charges permet de répondre à un certain nombre de ces enjeux. Il y a un élément qui était important pour nous vis-à-vis de nos clients, futurs clients, c'est également de faire en sorte que les entreprises ne se mettent pas à payer deux fois et qu'il y ait un coût de contribution d'une part et puis un coût de gestion du déchet d'autre part. Et donc c'est bien ce qui est envisagé pour qu'il puisse y avoir une déduction sur la facture des opérateurs de déchets des montants de soutien qui sont versés, ce qui est une première garantie de bon fonctionnement de cette filière. Merci beaucoup pour ce retour et je me tourne maintenant vers vous, Madame Sicard, parce que FEDEREC et la Confédération des métiers de l'environnement ont travaillé ces dernières années aussi sur les grandes lignes de ce que nous voulions voir comme système de REP et vous avez grandement participé à ces travaux. Donc fort de ce qui s'est dit, est-ce que vous aussi vous pensez que les premières orientations sont satisfaisantes ? Oui, déjà avant de parler des orientations, je voudrais dézoomer un tout petit peu et reparler des enjeux macro, parce que cette REP, on a parlé de sa spécificité, mais la première des spécificités, c'est quand même son ampleur. On est sur une REP qui concerne absolument toute l'économie française. Donc on parle d'une REP qui va concerner plus d'1 million d'entreprises, c'est-à-dire toutes les entreprises, on va dire industrielles et commerciales, de toute taille, de tout secteur, de toute géographie, vont être concernées par cette REP, soit en tant étant redevable de l'éco-contribution, soit étant bénéficiaire des soutiens. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, au sens que l'un des enjeux de cette REP, c'est de ne pas créer un monstre administratif, déjà, et deuxièmement, de ne pas avoir un coût exorbitant, deuxièmement. Ensuite, pour l'industrie du recyclage et de la gestion de déchets, quels étaient les enjeux? De la même manière qu'elle impacte toutes les entreprises industrielles et commerciales, elle impacte quasiment la totalité des entreprises de recyclage et gestion de déchets, que ce soit des PME, des ETI, des grands groupes. C'est les déchets d'emballage industriels et commerciaux, c'est le déchet que tout le monde gère, un peu de choses près. Donc il y avait un réel enjeu pour nous. Et puis comme Magali l'a dit, mes chers collègues également, ce sont des marchés matures. Donc on a déjà des modèles économiques qui fonctionnent, des investissements extrêmement lourds qui ont été engagés. Donc il ne s'agissait pas de faire une grande révolution sur ce secteur-là. Il s'agissait d'apporter, on va dire, une valeur ajoutée et de permettre à ce qui fonctionnait de continuer à fonctionner. Et enfin, je pense que pour tous, pour nous, entreprises de gestion de déchets, mais aussi pour les éco-organismes candidats, il y avait un autre enjeu qui était d'une certaine manière de ne pas reproduire les erreurs qui avaient été faites, notamment qui ont été faites sur la REP PMCB, des produits et matériaux du bâtiment, de la construction, où on est là dans une situation de crise extrême. On est en plein dans une refonte extrêmement douloureuse et c'était important, je pense pour tous, de tirer les conséquences de cette mauvaise expérience, on va dire. Donc qu'a fait FEDEREC et avec FEDEREC la Confédération des métiers de l'environnement, donc qui regroupe avec FEDEREC la FNAD et le SNEFID, c'est déjà anticiper. Donc anticiper, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ce sujet-là pour déjà porter des positions communes. Parler d'une seule voix, ça permet quand même globalement d'être plus efficace, d'arriver avec des propositions constructives et de parler à nos confrères, à la fois éco-organismes, à la fois metteurs en marché pour réussir à bâtir des positions communes. Donc nous avons travaillé
donc plus de 2 ans, et effectivement tirer les enseignements, on en a parlé, REP financière, qui reste, on va dire, cohérente avec un fonctionnement d'un marché mature, concurrentiel, une REP ciblée, qui va pas financer tout, par exemple, qui ne va pas venir financer les cartons qui n'en ont pas besoin, mais qui va uniquement cibler les plastiques. Une REP sans reprise, sans frais. On n'en a pas parlé, mais ça, c'était quand même un aspect essentiel pour que la REP reste dans une enveloppe raisonnable, qu'on soit vraiment dans une intervention financière ciblée. Et puis, il y a d'autres aspects qui peuvent être plus marginaux peut-être, mais qui sont très importants quand on veut réduire le coût de la REP. C'est quand même les coûts administratifs, donc un système de traçabilité unique. On en parlera un peu plus tard, mais c'est un enjeu important pour que ça ne se devienne pas un monstre administratif. On est tous d'accord, le but c'est d'avoir un truc qui soit fonctionnel et pas de recréer des paquets de nœuds là où il n'y a pas lieu d'être. Et effectivement, vous mentionnez donc le fait que les efforts de la REP sont centrés donc, sur les plastiques. Ça va être donc le prochain sujet de discussion. Notamment, on le disait tout à l'heure, donc les plastiques, on était à 26% de recyclage aujourd'hui pour un objectif à 55% en 2035. 2030, c'est ça. Et du coup, je m'adresse à vous, monsieur Ledref, parce que Twice, quand même, vient de Valorplast au final, donc vous êtes quand même spécialiste des plastiques en ce sens. Selon vous, quelles sont les prochaines étapes pour essayer de rattraper ce retard et d'atteindre les objectifs? Alors en effet, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la marche énorme qui nous attend vis-à-vis des emballages plastiques, c'est vraiment un sujet qu'on a traité depuis près de 5 ans, parce qu'il faut se rendre compte que le taux actuel de recyclage des emballages plastiques, il est drivé principalement par le recyclage du film transparent sur les emballages professionnels, et que pour passer du taux de recyclage 26% à 55%, on va devoir aller chercher 300 000 tonnes d'emballages plastiques qui aujourd'hui finissent principalement dans les centres d'incinération ou des centres d'enfouissement. Et ça, c'est un énorme enjeu. Pour vous donner un ordre de grandeur, 300 000 tonnes, c'est seulement un peu moins que tout ce qui est capté en plastique dans la poubelle jaune actuellement. Donc c'est un énorme volume qu'il va falloir adresser et sur lequel il y a encore une énorme marge de progrès. Donc chez Twice, nous, on travaille sur ce sujet depuis plusieurs années maintenant. L'enjeu, c'est de cartographier quelles sont les différentes typologies de plastique, de différentes typologies d'emballage, pour quelles applications ils sont utilisés, quelles sont les fonctionnalités, d'identifier ensuite comment ils sont traités actuellement, faire un état de l'art, et ensuite de travailler sur des expérimentations. Donc ça fait 5 ans qu'on mène des expérimentations, on a mené une trentaine de projets de pilotes pour adresser des projets de recyclage, en particulier sur des emballages plastiques qui peuvent contenir des produits dangereux, des emballages plastiques qui aujourd'hui ne bénéficient pas de filières qui sont identifiées en tout cas à l'échelle. Et donc tout l'enjeu, ça va être ensuite avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être ici dans l'Assemblée, mais plus largement peut-être aussi dans ce salon, de créer des nouvelles synergies, des nouveaux moyens de partenariat pour driver ce taux de recyclage dans un temps, je vais le rappeler, qui est extrêmement court. Les objectifs, c'est 2030, donc 4 ans, chercher 300 000 tonnes, faites le calcul, c'est 60-70 000 tonnes par an, c'est considérable. Donc on a besoin vraiment de créer ces nouveaux partenariats, ces nouvelles synergies pour avancer rapidement sur le sujet. Effectivement, donc une filière à finir de construire. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur Dubourg, parce que Citeo et Citeo Pro sont agréés sur le reste du périmètre des emballages. Donc je voudrais savoir un peu quelle est votre approche fort de ce que vous connaissez déjà et de ce gisement qui est un petit peu différent. Oui, très clairement différent. Je ne ferai pas plus de comparaison avec la partie emballage ménager, qui est un business model et puis un marché qui est très différent. Mais sur la partie des emballages professionnels, on a un enjeu de déployer, de prolonger ce que l'on a pu faire sur cette partie des emballages professionnels qui sont les emballages de la restauration, qui est initié d'ores et déjà là, depuis 1 an et demi. On a vraiment la conviction que on y arrivera en travaillant collectivement, à la fois avec évidemment nos partenaires opérateurs de déchets et puis les entreprises qui détiennent ce déchet, de façon à pouvoir améliorer le captage. Le tri à la source est évidemment à privilégier parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de la qualité et d'avoir ce tonnage
de 300 000 tonnes à atteindre rapidement. Et donc c'est en travaillant collectivement entre ces acteurs que l'on pourra le faire. Et en le prenant en considération d'un point de vue sectoriel, parce que chaque secteur va avoir ses spécificités, ses natures et ses typologies d'emballage. Donc il y a vraiment un enjeu de le raisonner à un niveau sectoriel en fonction des tailles d'entreprise. Et au-delà du sujet plastique, qui est évidemment important, hein, mais il ne faut pas oublier que dans cette REP, l'enjeu premier, c'est de diminuer les impacts environnementaux sur les emballages professionnels. Donc on doit absolument agir sur les enjeux de réduction, sur les enjeux de réemploi. On ne part pas de rien sur le réemploi, parce qu'on est à 7 ou 8%. Donc on a encore 2% à atteindre, mais c'est toujours les derniers kilomètres qui sont les plus difficiles pour atteindre les 10% qui font partie des objectifs de l'éco-organisme. Et là aussi, on doit travailler avec l'ensemble des acteurs de façon à pouvoir, fruit des expérimentations que l'on a pu d'ores et déjà faire, développer des boucles de réemploi. Et là aussi, ça se fera certainement à un niveau sectoriel, parce qu'il y a des synergies à avoir entre l'amont et l'aval d'une chaîne de valeur, et faire en sorte que ces systèmes de réemploi fonctionnent collectivement. Nous, on a vraiment un enjeu, quoi. C'est la raison d'être des éco-organismes. On a une forme de mutuelle qui est là pour aller chercher de la performance additionnelle. Sophie l'a dit tout à l'heure, ça ne servait à rien d'aller financer du carton qui est déjà l'objectif. Donc c'est aller financer du soutien, financer des opérations autour de la collecte des plastiques en privilégiant le tri à la source qui est le meilleur moyen et le moyen le moins cher pour pouvoir y arriver. Et puis sur les sujets de réduction, de réemploi, de défricher, d'aller financer des modèles, d'expérimenter des modèles. Certains marcheront, d'autres ne marcheront pas, mais avec l'objectif que les différents modèles qu'on défriche puissent ensuite avoir un modèle économique qui s'intègre dans le business model des entreprises et des différents secteurs. Merci beaucoup pour ce retour très complet. Sophie, on a aussi fait énormément de travaux au sein de FEDEREC et de la CME centrés sur cet enjeu des plastiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus donc, des travaux qui ont déjà été faits et des outils qu'on peut déjà avoir à disposition pour avancer sur cette REP? Oui, bien sûr. Bon, vous l'aurez compris, enfin vous le savez déjà, donc c'est vraiment l'enjeu principal de cette REP, améliorer le recyclage des emballages professionnels plastiques. Cette REP, elle arrive quand même à un moment qui est tout à fait charnière pour la filière française et européenne du recyclage des plastiques, puisqu'on est à un moment très paradoxal où on a un contexte et un cadre politique très favorable au recyclage, c'est-à-dire qu'on a quand même une mobilisation sur le fait de vouloir vraiment réduire cette pollution plastique, améliorer les taux, et on a des obligations de contenu recyclé. C'est quand même l'innovation politique majeure européenne, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, c'est quand même un levier incroyablement puissant. Et en même temps, là, une période de crise profonde de l'industrie du recyclage plastique, où depuis 2 ans, depuis 2000, un peu plus, 3 ans maintenant, depuis 2022, on s'enfonce progressivement dans la crise avec des capacités de recyclage des usines qui ferment en Europe. Alors la France, on a de la chance, on résiste mieux, mais globalement en Europe, on a quand même fermé l'équivalent de 8% des capacités de recyclage en 2 ans, c'est énorme. Et donc là, on arrive vraiment à un moment de bascule. Donc nous, fort de ce constat, de ce moment charnière et de cet enjeu de recycler les plastiques, ce qu'on a cherché à proposer, c'est un plan d'action sur l'ensemble du cycle de vie. Je vais juste parler de trois aspects parce qu'on peut pas tout creuser, mais déjà, ça va être effectivement la collecte. La collecte, vous en avez parlé tous les deux, il y a un double enjeu, c'est préserver ce qui fonctionne, d'abord, et puis il y a gérer en même temps le plus et la qualité. Et ça, c'était quand même un casse-tête assez important. Comment on va chercher plus de plastique sans dégrader la qualité du tri. Donc, et on est très, je pense, satisfait de ce qui a été retranscrit dans le barème, parce qu'on a à la fois un barème qui va s'adresser à tout le monde, qui va permettre de gérer les contraintes de chacun. Donc ceux qui peuvent faire du tri à la source, vraiment les industriels qui peuvent trier polymère par polymère, c'est possible, non seulement c'est possible, mais c'est encouragé.
Mais ceux qui, pour X ou Y raison, n'ont pas la place, n'ont pas assez de volume, n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire, reçoivent quand même un soutien pour déjà franchir cette première étape. Donc on a vraiment une approche graduée où tout le monde est incité à trier davantage, mais en même temps, on donne vraiment un premium pour aller chercher la qualité. D'accord ? Deuxième point de notre proposition d'action sur le cycle de vie, c'est pour recycler, il faut quand même que la REP elle produise des qualités qui soient celles qu'attendent le marché. On va pas, si c'est recycler pour faire un truc de mauvaise qualité dont personne ne veut, ça ne sert à rien encore une fois. Donc ce à quoi on s'est attelé très tôt, donc FEDEREC, CME, le SRP, donc le syndicat des régénérables plastiques et Valorplast, c'est à produire une nomenclature, donc des standards qualité, en disant la REP emballage pro, pour avoir droit au soutien, il faudrait qu'elle soutienne telle qualité avec tel pourcentage maximum d'impureté. On ne veut pas n'importe quoi, on ne veut pas du plastique pour du plastique. On veut tu l'as dit tout à l'heure, des films polyéthylène, basse densité, avec 1,5% max de non-film. C'est ça qu'on veut. Et si ça ne rentre pas dans ce standard, eh ben vous n'êtes pas éligible au soutien, etc. etc. Donc, et enfin, troisième axe que l'on a développé, là c'est vraiment un axe transverse pour tous les plastiques, pas que pour la filière emballage pro, c'est la demande et donc le soutien à l'incorporation de MPR. Ça, c'est un arrêté qui est sorti début septembre, on en est très content. C'est que dans toutes les filières REP, la REP emballage pro en fera partie, les metteurs en marché qui incorporent des MPR, des matières plastiques recyclées, auront droit à une éco-contribution réduite par rapport à ceux qui le font moins. C'est 450 à 550 € tonnes de déduction sur l'éco-contribution. C'est énorme. On attend vraiment que ça vienne tirer la demande et qu'on ait une boucle vertueuse comme ça qui s'enclenche. Merci beaucoup. Et effectivement, ces outils ne seront utiles que si on réussit justement que chacun puisse montrer que le travail est fait sur son petit bout de chaîne. Et donc ça nous amène un peu à la question un peu plus technique du lancement de la REP sur comment est-ce qu'on fait pour tracer tout ça et pour s'assurer que ces grandes orientations sont appliquées. Monsieur Ledreff, qu'en pense Twice? Selon vous, quelles sont les prochaines étapes? Alors, si on parle des questions de traçabilité, pour nous, futurs éco-organismes, la traçabilité, elle intervient à différents points. Là, on parle beaucoup de la partie système d'information commun sur la partie aval, mais nous, la traçabilité, elle va être sur l'ensemble de la chaîne de valeur. À partir du moment, déjà, l'incorporation de matières premières recyclées dans les thématiques d'éco-conception, ça va être un des premiers éléments de traçabilité sur la chaîne de valeur. Puis, on va avoir la traçabilité sur la déclaration des différents emballages qui vont être mis sur le marché pour être en capacité à identifier qu'on a bien le bon niveau d'information qui va être remonté. C'est un élément qui est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, la traçabilité de ces emballages-là sont difficilement monitorés par les entreprises qui ont des systèmes de suivi de l'information relatifs pour la plupart du temps à leurs produits et donc aux emballages de vente associés. Lorsqu'on parle des emballages secondaires, des emballages tertiaires, les palettes, le nombre de boucles de réemploi que peut effectuer une palette, c'est beaucoup plus difficile à tracer. Donc il y a un gros travail à réaliser sur ces éléments-là. On parlait du réemploi. Cette thématique du réemploi va être extrêmement importante sur la question de la traçabilité aussi. Donc elle a déjà démarré avec l'observatoire du réemploi organisé par l'ADEME. Il va falloir, vu le taux de réponse, l'amener à un niveau supérieur et c'est aussi notre rôle d'accompagner les différents metteurs en marché, les différents adhérents sur ces sujets particuliers de comptabilisation. Et enfin, bien sûr, sur la partie aval, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on échange sur le sujet de la traçabilité, de la gestion des déchets pour remonter le bon niveau d'information, de la difficulté aussi pour les opérateurs d'avoir différents systèmes d'information entre les différents éco-organismes. Donc le travail qui est mené à l'initiative de la CME sur le système d'information commun sur lequel il y aurait une interopérabilité entre opérateurs et éco-organismes, nous sommes déjà un projet qui semble très intéressant, à condition aussi qu'on y mette des moyens sur des questions de rapidité de mise en œuvre.
hein. On sait qu'on doit démarrer assez rapidement et donc il faut qu'on puisse vraiment prendre ce sujet et trouver des solutions techniques, intermédiaires et ensuite à terme pour ce projet. C'est vrai que le maître mot du déploiement de cette REP est collaboration, puis aussi rapidité, effectivement. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Dubourg. Donc, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous communiquer sur votre vision sur le déploiement de ce système unique qui va donc vous forcer, entre guillemets, les éco-organismes à travailler aussi avec les opérateurs? Et comment est-ce que vous voyez aussi la suite du développement de cette REP, du déploiement de la REP? Alors, c'est pas le plus fun, hein, la traçabilité, mais c'est quand même essentiel. Effectivement, et c'est essentiel à plusieurs niveaux. On pourrait y passer pas mal de temps, mais pour nous, les 2 points essentiels, c'est de comprendre où sont les gisements, quels sont les niveaux de performance en fonction des secteurs d'activité, en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des différentes résines évidemment, et de l'ensemble des matériaux. Bref, d'avoir une meilleure compréhension à un niveau global de ces flux, de façon à pouvoir ensuite orienter la REP et prioriser les actions de la REP là où il y a de la performance additionnelle à aller chercher. Et donc là où ça fonctionne bien, il n'y a pas forcément autant d'énergie à y mettre. Et c'est pour ça, c'est autre motif de satisfaction dans ce cahier des charges, c'est que nous sommes convenus qu'en 2027, on puisse revoir un petit peu la façon dont ça pouvait fonctionner pour réajuster s'il y avait besoin. Non pas pour faire perdre les uns et les autres, simplement pour remettre les moyens là où il faut accélérer. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de sécuriser le business model, parce qu'on va verser des soutiens aux opérateurs. Donc les soutiens, c'est l'argent des metteurs en marché, hein. Donc il faut s'assurer qu'il soit utilisé à bon escient. Aux opérateurs ou aux détenteurs, c'est selon. Et donc on a un enjeu de traçabilité pour sécuriser ces flux. Ça, c'est un petit peu un niveau global. Et si je prends dans la chaîne de valeur, la traçabilité commence, Benoît l'a dit, au niveau de la déclaration et de la remontée des données de mise en marché. Là aussi, ça gratte souvent, hein. C'est jamais très agréable d'avoir une déclaration une fois ou plusieurs fois par an à faire. Nous, on aura un enjeu et on a à cœur, on le fait déjà sur les différentes REP sur lesquelles on opère, c'est de donner de la valeur à cette déclaration de façon à ce que les entreprises puissent évaluer l'impact environnemental de leurs emballages, avoir des indicateurs précis pour pouvoir mesurer là où est-ce qu'ils peuvent gagner en performance. Ça, c'est vrai sur l'usage unique, ça sera vrai également sur le réemploi, et puis de pouvoir faire bénéficier des meilleures pratiques sur tel ou tel secteur. Ça, c'est sur la partie un petit peu plus amont de la chaîne de valeur. Sur l'aval, et donc les données nécessaires ensuite au versement des soutiens, je pense que Sophie l'a dit, on a appris des autres de nos erreurs sûrement, mais globalement de la façon dont ça a pu se passer dans d'autres secteurs. Il nous semble absolument nécessaire pour faire en sorte que la charge administrative soit moins importante, qu'il y ait cet outil commun, évidemment à certaines conditions. Il y a un enjeu de confidentialité et de sécurisation de la donnée, hein. On rentre dans le cœur des entreprises et de l'activité des entreprises, donc c'est évidemment important, à la condition également de pouvoir apporter des services complémentaires, parce que on va travailler avec nos clients metteurs en marché, mais on va aussi travailler avec nos partenaires opérateurs pour pouvoir leur apporter des services complémentaires, de pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, conduire notre action de façon collective. Et donc ça ne s'arrête pas juste à de la donnée, et on a un enjeu de pouvoir aussi proposer des outils d'accompagnement et de partage avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ah, ça fonctionne, merci. Donc un outil commun, mais effectivement aussi des besoins de démarches complémentaires. Donc je me tourne maintenant vers vous, Sophie Sicard. Donc on a vu le rôle important des éco-organismes aussi dans la mise en place de cette REP. Mais selon vous, quel pourrait être le rôle aussi des opérateurs et quels sont les enjeux pour les installations qui vont devoir aussi changer un peu leurs pratiques pour pouvoir coller au cadre de la REP? Oui. Déjà, je rejoins Julie
sur le fait que la question de la traçabilité, c'est pas forcément la question la plus fun, hein, mais elle a quand même des impacts importants et nous, on s'en est saisi très très rapidement parce que très vite, ça peut avoir une explosion des coûts, notamment pour nos entreprises. L'expérience de encore une fois, désolé, on est là pour parler d'emballage professionnel, mais on parle un peu quand même de REP PMCB, donc sur le bâtiment. Ce qui s'est passé, ça a été que chaque éco-organisme a développé son propre outil, et pour nous, ça a signifié embaucher des gens uniquement à faire de la ressaisie. Donc ça, c'était typiquement ce qu'on voulait éviter. Donc on est très très satisfait que cet écueil-là soit dépassé sur la REP emballage professionnel et qu'on arrive à développer une dynamique commune pour faire un outil qui corresponde aux besoins de tous. Et je suis ravie d'entendre dans la bouche et du représentant de Twice et du représentant de Citeo Pro la prise en compte des intérêts des entreprises du recyclage. Donc sur le déploiement, deux grands enjeux, la traçabilité, faire vite et faire de manière à ce que chacun y trouve son compte. Donc le compte pour les entreprises du recyclage, ça veut dire oui, donner la traçabilité, mais avoir aussi un contrôle sur les données commerciales confidentielles. Je pense que chacun reconnaîtra la nécessité de protéger les fichiers clients. Ce sont des dizaines d'années de travail. Il ne s'agit pas de les mettre au pot commun sans aucun contrôle. Donc premier enjeu, traçabilité. La CME, comme tu disais Julien, a pris l'initiative de faire une étude de préfiguration de ce que pourrait être cet outil. On l'a mis là en août au pot commun en invitant la totalité des éco-organismes candidats à rejoindre ce projet pour anticiper, encore une fois, être dans la proactivité et développer ensemble cet outil pour qu'il soit développé, qu'on puisse le plus rapidement possible commencer la mesure. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très concret de comment on avance ensemble. Première chose. Deuxième chose, c'est effectivement l'évolution des pratiques. Là, on a un enjeu de collectif de coordination parce que nous, nos entreprises, on va être en front. On est tous en contrat avec les détenteurs de déchets. Donc il y a un gros enjeu de communication à faire ensemble sur cette REP, sur les opportunités qu'elle ouvre, surtout sur les financements qu'elle va pouvoir apporter pour améliorer les pratiques et justement faire sortir les tonnes. Donc enfin, on ait un nouvel engagement sur le geste de tri des entreprises sur les emballages plastiques. Et ensuite, troisième enjeu d'évolution, c'est l'évolution des outils industriels. Et ça, c'est on va dire, l'étape d'après. Il faut déjà qu'on ait un peu de retour d'expérience sur qu'est-ce qui arrive comme gisement, et la visibilité dont parlait Julien et dont parlait Benoît sont essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va recevoir comme emballage concrètement. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a, mais c'est le plus facile, entre guillemets, ce sont les films. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Ça, c'est la visibilité qui manque encore, et quand on aura cette première, là on va pouvoir enclencher les phases d'investissement sur des outils de tri. Donc effectivement une traçabilité qui certes ne fait pas plaisir à tout le monde, mais qui est essentielle pour passer à l'étape d'après, si j'ose dire. Pour passer sur le dernier thème de cette conférence, il s'agit donc du réemploi qui est quand même aussi au centre de cette REP. En tout cas, le cahier des charges fixe des objectifs pour 2030, fixe des moyens pour mettre en œuvre le réemploi. Nous, on se réjouit de pouvoir en discuter aujourd'hui parce qu'on a rajouté un R à FEDEREC exprès pour le réemploi. Et je me tourne vers vous, monsieur Ledreff. Donc, c'est quand même une REP, les emballages professionnels, qui fait du réemploi avec beaucoup de pratiques différentes. Comment est-ce que vous voyez faire face à cette diversité et selon vous, quels sont les derniers leviers à activer? Vaste sujet. Le réemploi dans les emballages professionnels, en tout cas, c'est des pratiques qui sont déjà bien ancrées par la plupart des entreprises. On voit dans l'étude de préfiguration, hein, on parle de 10 millions de tonnes qui vont dans des boucles de réemploi. Alors c'est des équivalents usage unique, mais c'est juste pour préciser que c'est vraiment des pratiques qui sont vraiment déjà ancrées par la plupart des industries pour différentes raisons, qui sont celles
de l'organisation déjà logistique de leurs flux, pour la gestion de leur stock, pour l'organisation de l'impact économique que ça peut avoir, l'impact écologique bien évidemment. Et on peut le voir sur les emballages industriels, on parle de fûts, d'IBC qui ont déjà des filières de reprise, de reconditionnement, de remise en marché, des caisses de pooling, des palettes, qui est vraiment un des emballages emblématiques du réemploi sur les emballages professionnels. C'est des millions de palettes qui sont aujourd'hui dans des gestions de parcs d'emballage avec des systèmes de consigne. Il y a différents modèles qui aujourd'hui qui existent. Et il y a cette question de l'organisation de ces différents modèles. Alors Julien parlait de la sectorisation tout à l'heure, je le rejoins, c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'en fonction des secteurs d'activité, l'organisation des modèles logistiques sont totalement différents et donc il faut s'adapter aussi et les emballages s'adaptent à ces modèles-là. Et pour nous, l'enjeu, ça a été vraiment de travailler sur une forme de cartographie à nouveau de ces thématiques, comment étaient organisés les différents secteurs, comment ils implémentaient le réemploi au cœur de leur stratégie et de leur organisation d'entreprise, pour ensuite identifier les freins et les leviers. Donc on a aujourd'hui, Twice a mis en place un comité réemploi avec différents acteurs de cet écosystème, justement pour faire des études de cas concrets par des secteurs d'activité bien spécifiques et identifier justement ces leviers, ces freins, qui soient aussi bien économiques, qui soient environnementaux, qui soient tout simplement des fois sur des parts, enfin tout simplement, pas si simple, mais le passage à l'action. Donc il y a un accompagnement qui va être nécessaire, et c'est ce qu'on nous on s'engage à faire aussi, hein, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises aussi dans cette réflexion pour passer à l'action vers plus de réemploi. Et c'est un sujet qui nous semble vraiment important, en complément de travailler sur toutes les parties liées à l'éco-conception pour développer le réemploi. Aujourd'hui, un certain nombre d'emballages, tout simplement, si on prend un cas concret, certains d'emballages ne peuvent pas être suffisamment bien collectés pour des questions de forme ou des fois des questions de taille. On ne peut pas les intégrer dans des systèmes de lavage automatique alors qu'on est sur les mêmes typologies d'emballage. Donc il y a des notions comme ça de travail sur l'éco-conception, éventuellement de standardisation sur ces emballages pour favoriser aussi tout cet écosystème. Donc l'éco-conception et la standardisation pourraient être l'un des leviers qui pourraient améliorer les performances du réemploi pour cette REP. Et vous, Monsieur Dubourg, de même, je crois me souvenir qu'il y a des objectifs spécifiques aussi au réemploi des emballages de la restauration. Non, oui, peut-être, oui, c'est ça. Oui, et du coup, je voulais savoir comment Citeo Pro, donc de nouveau, s'accommode de la fusion de ces REP et de ces différents objectifs qui sont un peu séparés les uns des autres. Effectivement, ça va être avant tout en n'arrêtant pas à l'arrêt administratif de la REP restauration et à prolonger nos efforts sur les emballages de la restauration. Pour nous, globalement, je vais venir dans un instant sur la partie emballage de la restauration. Il y a 3 enjeux essentiels sur la partie du réemploi, comme on l'a vu tout à l'heure sur le recyclage, et c'est pour ça qu'on a besoin de traçabilité pour faire le lien avec le sujet le moins fun. C'est qu'on va aller chercher de la performance de réemploi là où ça n'existe pas. Si on fait du réemploi et si on met des moyens pour financer la palette réemployable, ça ne sert à rien, on va dépenser de l'argent pour rien. C'est déjà en place, même si telle ou telle entreprise serait heureuse d'avoir des soutiens. Donc vraiment un enjeu d'aller chercher la performance additionnelle. Fruit de nos travaux sur la restauration, on a un enjeu de standardisation, parce que si on veut développer le réemploi, il faut que, autant que possible, on ait des gammes d'emballages standardisées. Donc sur la restauration, on l'a fait sur les bidons, on l'a fait sur les seaux, on l'a fait sur les bacs gastronomes, qui sont ces grands bacs en inox sur la restauration collective, de façon à ce que l'ensemble d'un écosystème, et effectivement ça sera sectoriel, l'ensemble d'un écosystème puisse utiliser un ou plusieurs standards. Évidemment, il peut y avoir des spécificités. Donc ça nous paraît absolument clé. Et ensuite, c'est de le faire collectivement, parce que peut-être encore plus que la partie du recyclage, où il y a un moment donné, ça change d'acteur à chaque fois. Sur le réemploi, il y a vraiment une boucle sur la chaîne de valeur, et donc il y a absolument besoin, pour des raisons de design de ces emballages standardisés,
pour des raisons de logistique, de travailler avec l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est ce qu'on a fait sur les emballages de la restauration. C'est ce qu'on est en train de réfléchir sur les bacs dans la GMS, de façon à pouvoir avoir des caisses réemployables. C'est des travaux qu'on mène un peu en avance de phase de la REP sur les emballages professionnels pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent utiliser de façon pertinente, efficiente ces emballages standardisés. Et puis enfin, il y a un sujet de moyens. Si on veut développer le réemploi à certains endroits, économiquement, s'il n'est pas en place jusqu'à présent, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons techniques et il y a des raisons économiques. Et donc c'est bien l'objectif de la REP, des éco-organismes, d'abord de mettre les acteurs collectivement autour de la table pour voir quel est le meilleur type d'emballage, le meilleur modèle, et puis ensuite d'injecter de l'argent pour pouvoir accompagner les acteurs, pour pouvoir financer soit du CAPEX, soit de l'OPEX, et ensuite faire en sorte que cette filière dans tel ou tel secteur puisse se développer. On a pu le faire sur la restauration, on le fera sur d'autres secteurs. Voilà un petit peu les orientations principales pour espérer d'avoir une évolution et une augmentation du taux de réemploi sur cette filière, sur ces filières. Merci beaucoup. Donc effectivement, activer les derniers leviers de performance. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Sicard, parce qu'on peut dire que les opérateurs du recyclage qui seront impactés par cette REP, la plupart d'entre eux connaissent les systèmes de REP, mais c'est peut-être un petit peu moins le cas pour les opérateurs de réemploi, notamment ceux qui font de la palette, qui pour l'instant n'avaient pas encore été entre guillemets dérangés par ces nouvelles législations, on va dire. Donc selon vous, quels sont les enjeux principaux pour ces nouveaux acteurs qui se retrouveront finalement dans un système de REP avec lesquels ils ne sont pas familiers du tout? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, parmi les filières de FEDEREC, donc pour des pans entiers des adhérents de FEDEREC, la question principale, ça va être le réemploi. Donc pour la filière bois, le réemploi, c'est essentiel, c'est toute la filière palette. Pour la filière métaux, c'est le réemploi des fûts. C'est pareil, ce sont des activités qui aujourd'hui sont très matures, qui fonctionnent très bien économiquement, qui ont des très bons taux et qui aujourd'hui, voilà, elles tournent, elles ont des traçabilités et pour certaines entreprises, même tout leur modèle économique est centré autour du réemploi. Donc, on a déjà, je pense, un premier besoin qui est de compréhension de ce qui existe. Il y a un très gros besoin de compréhension des différents business models, de manière à ne pas aller dimensionner une intervention qui devienne problématique, en fait, qui vienne casser des choses qui existent. Et la deuxième chose, c'est la traçabilité. On en a beaucoup parlé. La traçabilité, là aussi, il va falloir avoir un niveau d'intelligence et de flexibilité qu'on n'a peut-être jamais encore construit jusqu'à présent pour aller peut-être piocher des informations dans des systèmes de traçabilité qui existent déjà et qu'il va falloir qui sont différents et qu'il va falloir venir intégrer dans un système unique pour remonter une donnée. Donc là, c'est assez sioux cet enjeu du réemploi parce qu'on sait qu'il y a déjà énormément de choses qui se font. On le sait, mais on n'a pas forcément la cartographie et on a à la fois cet enjeu de mettre en lumière ce qui se fait déjà. Et sur les plastiques, il y a sans doute beaucoup de choses qui se font déjà et qu'on ne mesure pas. Et à contrario, il y a aussi ce risque, en allant trop vite, d'aller mettre des perturbateurs dans le système et des rouages. Sur l'enjeu de standardisation, c'est vrai que c'est un énorme enjeu. Je voudrais rajouter une dimension à celle qui a été évoquée. C'est les 3 R, donc réduction, réemploi et recyclage. Ils doivent se comprendre conjointement. Donc quand on fait de la standardisation, il y a de la standardisation des formats, mais il y a aussi la standardisation des matériaux utilisés et s'assurer de leur recyclabilité. Parce qu'un emballage réemployable, à la fin de sa vie, il va toujours finir dans une boucle de recyclage. Donc il faut qu'il soit recyclable. Ça, c'est vraiment les 3 R prises dans leur cycle complet. Merci beaucoup pour ce retour. Je pense qu'on a fait le tour des thèmes que nous souhaitions aborder aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Peut-être maintenant, on peut laisser prendre quelques minutes pour prendre les questions de la salle, s'il y en a.
Oui, bonjour, Olivier Guichardaz. Est-ce que vous pensez que le contexte politique actuel peut bloquer l'émergence le démarrage de la filière en 2026, ou est-ce que, selon vous, ça rentre dans la gestion des affaires courantes, vu que c'était prévu et que ça ne serait pas un obstacle? Merci. Alors non, ça ne rentre pas dans la gestion des affaires courantes. Les décrets ne relèvent pas la signature des décrets et arrêtés ne relèvent pas de la gestion des affaires courantes. Donc oui, c'est un risque majeur pour le démarrage de la filière. C'est que tant que nous n'avons pas des décrets signés, officiellement, on ne peut pas démarrer. Et je pense que c'est aussi un moment très pédagogique pour tout le monde. On ne peut pas se permettre d'attendre que l'État soit prêt. Donc, à la limite, le calendrier et les difficultés politiques au niveau de l'État nous obligent encore plus, nous tous autour de la table, à travailler ensemble et à ne pas attendre indéfiniment qu'il se passe quelque chose du côté de Matignon. Voilà. À nous aussi de prendre nos responsabilités pour que ça avance. Bonjour, Antonin Meury, président de Carton Vert, leader du réemploi de carton en France. Par rapport au carton, justement, on voit que c'est la moitié du gisement si on prend le papier, mais il y a surtout du carton. Nous, on a un modèle économique qui fonctionne sur le papier. On rachète plus cher, on revend moins cher. On va faire 2000 tonnes cette année, donc ça commence à devenir intéressant. Et malgré ça, c'est moins de 1% des cartons qui sont réemployés, avec un potentiel qui n'est pas du tout identifié dans les chiffres actuellement. Donc c'est vrai que c'est des chiffres de 2023, peut-être un peu plus vieux. Pourquoi vous pensez que c'est le cas et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Parce qu'on est sur une filière très simple à mettre en place, qui fonctionne déjà, mais il manque juste le déclic pour passer à l'échelle. Merci. Hop, c'est bon, c'est mieux. Merci beaucoup pour votre question. J'aurais dû le préciser tout à l'heure, sur les sujets de réemploi, ça dépasse l'ensemble des différentes typologies de matériaux et ça doit se raisonner effectivement sur l'ensemble des matériaux. On a souvent le réflexe de penser soit métaux, soit plastique. Ça existe aussi sur le réemploi. On a eu pas mal d'échanges. Je vais simplement vous faire part des échanges que l'on a pu avoir dans le secteur agroalimentaire où ça commence à être pas mal utilisé, ces cartons box palette avec du carton réemployable. Voilà, donc ça c'est ce type d'emballage et de boucles que l'on peut engager, sur lesquelles on peut apporter des financements. Et en plus, en vous écoutant, on voit que le modèle économique peut se déployer assez facilement. Il y a un enjeu de pédagogie parce qu'il y a un niveau de connaissance de la part des acteurs de l'ensemble de la chaîne qui n'est pas forcément encore très existant et qui permettra ensuite de pouvoir, après cette pédagogie faite, après certainement des expérimentations en fonction sur tel ou tel secteur, de pouvoir déployer ce type d'emballage et faire en sorte que ça rentre dans le business model. Encore une fois, on n'a pas vocation de subventionner un système, mais de le déployer, de l'élever pour qu'il vole correctement. Volontiers pour échanger après. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour, Virginie Gallet du pôle de compétitivité Calitropique à La Réunion. En fait, moi, je voulais un peu savoir sur les premiers textes qui sont sortis. Est-ce que pour les DOM, on sait que les sujets de REP arrivent un peu en retard par rapport à la mise en place en hexagone. Est-ce que, du coup, vous avez un calendrier sur qu'est-ce qui va être mis en place sur les DOM? Il n'y a pas de calendrier spécifique, c'est le même calendrier que pour le reste du territoire national. La seule spécificité que j'ai en tête, mais je pense que vous pourrez compléter, c'est la nécessité pour les éco-organismes de se coordonner pour avoir une offre unique, on va dire, sur le territoire. Mais voilà, je pense que ça tient compte de la spécificité de la taille des territoires. Ouais. Oui, le calendrier est identique sur l'ensemble du territoire national. Les DOM font
font partie intégralement du territoire national. Peut-être d'un point de vue opérationnel, nous on a la conviction et fruit de notre expérience, c'est qu'on est sur un écosystème particulier et donc il y a besoin d'avoir une animation des différentes parties prenantes et de la boucle sur l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau local, de façon à développer les initiatives, voir s'il y a des exutoires sur place ou voir là où il y a des pertinences de réutilisation du gisement collecté, soit in situ, soit de façon proche, ce qui nécessite quand même parfois de se creuser un petit peu la tête parce que ce n'est pas forcément dans le même pays, etc. Donc il y a des compétences à apporter sur le sujet. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est d'avoir des intervenants locaux de façon à pouvoir répondre aux enjeux spécifiques de chacun de ces territoires. Non, alors sur l'emballage de la restauration, vous aurez constaté qu'on est sur un temps très court. Alors on propose des possibilités de contrats à nos partenaires, que ce soit sur le réemploi ou sur la gestion du déchet. Ça s'est fait plus rapidement dans l'Hexagone que sur les autres territoires. Voilà, effectivement, ça peut être l'effet de quelques mois, certainement qu'on pourra, et nous, notre souhait, c'est de pouvoir prolonger le démarrage que l'on a fait sur l'emballage de la restauration une fois que ça sera dans la nouvelle REP des emballages professionnels, mais de pouvoir prolonger et agir sur les différents territoires. Une dernière question rapide, parce qu'après, il faudra laisser la place à la conférence sur les batteries. Bonjour à tous, Mathilde Roucoul, je travaille dans une communauté de communes à Kaysersberg en Alsace pour le service déchets. Je voulais savoir par rapport à la REP sur les emballages professionnels, pour les collectivités qui collectent déjà une partie du gisement de ces emballages dans leur circuit de collecte qu'ils ont déployé pour les particuliers, étant donné que la REP va être majoritairement financière, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y aura un lien avec les soutiens qui peuvent être distribués aux collectivités publiques ? Merci. Oui, alors c'est effectivement prévu pardon, je me permets, je vous laisserai compléter. C'est effectivement prévu dans le cahier des charges. Aujourd'hui, au niveau du bac jaune, le cerveau droit emballage ménager se met en route. On soutient l'ensemble des tonnages qui arrivent dans le bac jaune, à part sur une partie des cartons. Les cartons, il y a un taux conventionnel au-delà duquel il est considéré que c'est un emballage professionnel. Et donc ce qui est prévu dans le cahier des charges, c'est que sur cette part des cartons qui sont non soutenus, que ça soit soutenu par les éco-organismes agréés sur les emballages professionnels, certainement par l'intermédiaire des éco-organismes agréés sur l'emballage ménager, de façon à éviter la multiplicité des contrats, mais ça de se faire sur cette partie-là. Ouais. Je me permets, c'est vrai que le traitement des emballages professionnels par les collectivités locales, ça représente 14% du flux, donc c'est quand même un montant non négligeable des flux qui sont traités par les collectivités. Donc c'est vrai que c'est un point qui est important de pouvoir adresser ce sujet et pouvoir les soutenir au bon niveau pour continuer à amener de la circularité, de la proximité aussi pour la gestion de l'ensemble de ces flux. Pour compléter, donc Julien a répondu sur les cartons et Benoît sur l'enjeu qui est effectivement pas complètement anodin. Sur le bois, il y a une prise en charge qui est prévue donc pour les bennes de déchetterie sur les emballages professionnels qui seront collectés par ce biais-là, et sur les plastiques également. Donc sous réserve de respect des standards de qualité dont on a parlé tout à l'heure, ce qui est un point important pour qu'il y ait une valeur ajoutée. En tout cas, la situation des emballages collectés par le service public, oui, a été prise en compte. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie toutes et tous d'être venus assister à cette conférence et je remercie encore nos 3 intervenants. C'était un plaisir de vous accueillir sur le stand Fédérec.